Du Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 17 février 2020. Un motoneigiste dans la quarantaine perd la vie à Tourville. Un trentenaire arrêté dans le secteur de Lévis pour du trafic de plusieurs drogues. La Société de développement économique lance un nouvel outil pour orienter le développement de l'offre commerciale à Montmagny. Au sport, dure fin de semaine pour l'Everest et tous les résultats des parties des différentes ligues de hockey régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Un homme est mort samedi matin lors d'une escapade en motoneige. Selon les informations émanant de la Sûreté du Québec, c'est un passant circulant vers 8 heures sur le sentier numéro 55 dans le secteur du 9e rang à Tourville qui a découvert l'homme, seul et blessé, près de son véhicule. Le motoneigiste, d'une quarantaine d'années, partait de Sainte-Perpétue et se dirigeait à Saint-Damas. Mais pour une raison qu'on ignore encore, il aurait perdu le contrôle de sa motoneige dans une courbe pour ensuite frapper un arbre et, au final, être éjecté. Ce sont les pompiers de la place et les patrouilleurs de la Sûreté du Québec qui ont été chercher le blessé sur les lieux de l'accident. Le décès de l'homme aurait été officiellement constaté à l'hôpital. Une enquête a par ailleurs été ouverte et un spécialiste en collision de la Sûreté du Québec s'est dirigé sur place afin de comprendre le triste événement. L'identité de l'homme a été dévoilée ce matin par la Sûreté du Québec. Il s'agit de Stéphane Beaulieu, 44 ans, de Cap-Saint-Ignace. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que le 13 février dernier, ses policiers ont procédé à une perquisition ainsi qu'à une arrestation en lien avec du trafic de stupéfiants. C'est à l'hiver 2020 que les enquêteurs de l'unité des crimes initiés, section drogue et accès cannabis, ont initié une enquête criminelle à l'égard d'un individu pour du trafic de stupéfiants. Selon les renseignements obtenus, l'homme était actif au niveau de la livraison de stupéfiants ainsi que la vente dans différents bars du secteur de Charny. Il opérait également un point de vente à son domicile étant situé dans le même secteur. La perquisition suivant l'arrestation à la résidence a permis de saisir différents éléments, dont 100 grammes de cannabis illicite, 63,1 grammes de hashish, 37,6 grammes de poudre blanche pouvant être de la cocaïne, 824 comprimés blancs suspectés être de la méthamphétamine, 261 comprimés de Xanax, 54 comprimés d'hydromorphe Quentin, 0,8 g d'une substance s'apparentant à de la cocaïne sous forme de crack, 1,2 litres de GHB, une arme prohibée de type taser, une imitation d'arme à feu, une arme à plomb, des munitions d'armes à feu de calibre 22, 2 230 $ en argent canadien.
Le suspect, un homme de 34 ans, a été arrêté, libéré et pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, trafic de stupéfiants, possession de cannabis illicite aux fins de vente, vente de cannabis illicite, possession d'armes prohibées, 3 chefs de bris de condition. Rappelons que depuis l'automne 2018, le service de police de la ville de Lévis s'est joint à la structure d'action concertée Accès Cannabis, visant à intensifier la répression des réseaux d'approvisionnement du cannabis illicite afin d'en diminuer l'accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes. Après plusieurs mois à dresser l'inventaire de tous les commerces de détail présents sur le territoire de Montmagny, en établissant la superficie consacrée à chaque catégorie de produits offerts, soit matériaux de construction, décoration, meubles, accessoires de cuisine, appareils électroniques, vêtements, bijoux, etc., la Société de développement économique, la SDE de Montmagny, est heureuse de pouvoir mettre à la disposition des commerçants et des promoteurs un nouvel outil d'analyse commerciale appelé Profil Cité. Cet outil permet, entre autres, de rechercher rapidement des locaux vacants comportant des caractéristiques spécifiques, commerciales, de services ou industriels, mais le plus intéressant est de pouvoir, en quelques clics seulement, obtenir une vue d'ensemble de l'offre et la demande dans tous les secteurs commerciaux et de pouvoir ainsi identifier les opportunités d'affaires. Comment ça fonctionne? On établit le portrait de l'offre et la demande dans un secteur particulier en combinant les informations recueillies par la Société de développement économique de Montmagny sur chacun des commerces, gamme de produits et superficie, avec les plus récentes données de Statistique Canada sur la région. Population, âge, sexe, revenus et dépenses des ménages, etc. On peut ainsi évaluer si l'offre correspond à la demande, identifier les secteurs commerciaux non desservis ou pour lesquels il y a des fuites. Et on peut même en estimer la valeur. Pour la Société de développement économique de Montmagny, Profil Cité est un atout extraordinaire qui nous permettra d'accompagner nos commerçants en les aidant à identifier des créneaux potentiels de développement de leurs affaires. Cet outil nous servira également dans nos démarches de prospection de nouveaux commerces ou de nouvelles gammes de produits afin de répondre aux besoins exprimés par nos consommateurs. Notre objectif est de limiter les fuites commerciales et de favoriser une offre diversifiée et la plus complète possible, d'expliquer la directrice Isabelle Normand. 2 types d'analyses commerciales pourront être réalisées à partir du logiciel Profil Cité. D'abord, l'analyse quantitative, qui est gratuite et qui fournit les informations sur un secteur commercial en particulier. L'offre versus la demande, les dépenses par ménage consacrées à ce créneau, les commerces en concurrence directe et la valeur marchande de l'opportunité d'affaires, s'il y a lieu, en tenant compte des fuites commerciales enregistrées grâce aux données de consommation compilées par Statistique Canada. On dresse ainsi un portrait relativement complet et qui peut s'accompagner d'une liste de locaux disponibles si un promoteur souhaite ouvrir une nouvelle boutique. Le service d'analyse commerciale qualitative est, quant à lui, offert à forfait selon l'ampleur du rapport demandé et comprend la caractérisation de la concurrence en fonction des clientèles cibles, du secteur commercial où est implantée ou prévoit s'implanter l'entreprise, en tenant compte des commerces générateurs d'achalandage situés à proximité et différentes données de nature subjective comme la popularité d'une chaîne, sa complémentarité avec d'autres commerces, etc. Bref, l'analyse qualitative vient bonifier les données factuelles obtenues par l'analyse quantitative. Pour en savoir davantage sur les services offerts par la SDE de Montmagny, il suffit de visiter le sdemontmagny.com, de téléphoner au 418 241 55 55 ou encore se rendre au bureau de la Société de développement économique de Montmagny au 101 avenue Sainte-Julie, 101B naturellement.
Voilà, dans quelques instants, les résultats des différentes ligues de notre région. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, l'Everest Côte-du-Sud a perdu ses 2 matchs de la semaine en laissant filer une avance pour permettre aux Braves de Valleyfield de l'emporter 6-4. Ensuite, dimanche, le Collège français de Longueuil a offert une forte opposition au Sud-Côtois et il a repris la route de Longueuil avec une victoire de 6-3. Jeudi dernier, l'organisation des Braves de Valleyfield a souligné en grande pompe le 100e départ du gardien de l'Everest, originaire de Valleyfield, Marc-Antoine Dufour. Lors de la première période, près de la moitié de celle-ci s'est déroulée avec un homme en moins sur la patinoire. Ces punitions ont permis le premier but du match par Xavier Parenteau, son 3e, suivi de la réplique des Braves. L'Everest a pris rapidement en main la deuxième période avec le but de Jacob Lavallée, son 9e, et le 30e d'Alexandre Gagnon pour faire 3-1. Soudainement, l'Everest s'est rebellé et a subi 4 pénalités durant la dernière partie de l'engagement. Les Braves ont su profiter de ce cadeau pour compter 3 buts en fin de période. Valleyfield a continué sur sa lancée en 3e en marquant 2 autres buts. Xavier Parenteau a tout de même trouvé le fond du filet une deuxième fois dans cette défaite de 6-4. Ce n'est pas le dénouement de l'équipe qu'aurait voulu le 100e match pour leur gardien. Le dimanche 16 février, le Collège français de Longueuil s'est présenté à l'Aréna de Montmagny avec le couteau entre les dents. Après le premier but de Longueuil, Adam Veilleux, son 5e, a complété les passes de Tristan Chagnon et de Thomas Ferland. Rapidement, le Collège français portera le compte à 3-1. En deuxième période, Marc-Antoine Dufour s'est porté en renfort au jeune gardien Labrie. Le jeu très physique de Longueuil a hanté l'équipe locale également lors du deuxième engagement et malgré de très bons arrêts de Dufour, les visiteurs ont su marquer à 2 reprises. Anthony Côté, son 2e, a du moins compté en milieu de période. Rapidement, en 3e période, William Dumont, son 17e, enfile l'aiguille en avantage numérique. L'ardeur au travail de Longueuil était souvent à la limite de la légalité et même un peu trop au goût de l'entraîneur Simon Olivier, qui a fait prévaloir son point de vue aux arbitres. Son argumentation lui a malheureusement coûté une expulsion de la rencontre. Longueuil a ensuite fermé le cercueil de l'Everest à la 8e minute en faisant 6-3. L'Everest disputera ses 2 prochains duels à Montmagny. Les Shamrocks du West Island seront en ville ce vendredi à 19h30 et dimanche, le 23 février, ce sera au tour de l'Inuk de Granby d'affronter l'Everest Côte-du-Sud. En cette fin de semaine de la Saint-Valentin, 2 programmes doubles ont eu lieu dans la Ligue de hockey olympique et le classement pouvait encore changer puisque les équipes ne voulaient pas se faire de cadeaux. En ouverture des activités, vendredi, le 14 février, le Neige et Vent recevait Pétrole Montmagny. Les 2 équipes ont été agressives au filet adverse, faisant grimper les tirs au but de part et d'autre. Toutefois, seul le Neige et Vent a su être opportuniste pour faire vibrer les cordages. Quant à lui, le gardien de but, Alex Croteau, a fermé la porte à toutes les attaques de ses rivaux, réalisant ainsi son 2e blanchissage de la saison. La partie s'est terminée par le pointage de 6-0.
Les buts du Neige et Vent ont été inscrits par William Laberge, Vincent Landlois, Dave Rémillard, Maxime Roy, Samuel Laberge et Charles Lamonde. La soirée s'est poursuivie avec une chaude lutte entre le groupe MG et Hockey Pneus André Ouellette. En troisième période, le tableau central indiquait l'égalité et l'intensité étaient au rendez-vous. À moins de 3 minutes de la fin de la partie, c'est finalement le groupe MG qui a réussi à déjouer l'adversaire pour porter la marque 2-1. Pour l'équipe gagnante, c'est François Lavoie et Jean-Philippe Gaudreau qui ont été les auteurs des buts. Du côté d'Hockey Pneus André Ouellette, c'est Réaume Vachon qui a compté le seul point de son équipe. Dimanche, le 16 février, ayant un seul point d'écart au classement avant la partie, le Hockey Pneus André Ouellette devait protéger son avance au classement de leur adversaire du jour, le Pétrole Montmagny. L'offensive du capitaine Steve Bernier répond à la commande et leur permet de prendre les devants dès la première période. Le gardien Louis-Vic Bernard tient le fort de son côté en effectuant son premier jeu blanc dans la Ligue de hockey olympique. Cette victoire de 5-0 assure le 3e rang au classement à Hockey Pneus André Ouellette et le 4e à Pétrole Montmagny. Les marqueurs de ce match ont été Charles Proulx avec 2 buts, Réaume Vachon, Mathieu Bolduc et Marc-Antoine Lavoie. Finalement, le Neige et Vent s'adonnait, pour leur dernier affrontement de la saison régulière, à une rencontre les opposants à Physio Optimum. Étant poursuivi de très près au classement par le groupe MG, le Neige et Vent se devait de repartir avec la victoire. La partie se déroule sous le signe de l'indiscipline des deux côtés. Physio Optimum tente de remonter la faible avance de Neige et Vent, mais ces derniers tirent profit de la 3e période et creusent l'écart à 6-3. Yannick Picard, Vincent Landlois, Maxime Lisotte, Charles Lamonde, Kevin Bard et William Laberge ont contribué à la récolte du Neige et Vent. Pour Physio Optimum, c'est Steven Chouinard, Sébastien Cloutier et Rémi Chouinard qui ont feinté l'adversaire. Le joueur de la semaine reste au bar sportif chez Agar et le gardien Alex Croteau du Neige et Vent qui a repoussé toutes les rondelles dirigées vers lui pendant 4 périodes consécutives. Il signe 2 victoires cette fin de semaine, dont une par blanchissage. Il a également obtenu une mention d'assistance sur le but d'un coéquipier. Dimanche, le 23 février prochain, soyez des nôtres pour les dernières rencontres de la saison régulière, alors que le destin final du classement sera connu. D'abord, à 16h30, Pétrole Montmagny visite le groupe MG, suivi de Physio Optimum qui accueillera le Hockey Pneus André Ouellette. C'est au cours du dernier week-end que s'est amorcé le premier tour des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, avec des affrontements 2-3 entre les équipes ayant terminé respectivement au 4e et 5e rang dans leurs sections respectives. Chaque premier match de ces séries, opposant Sainte-Marie à Saint-Charles d'une part, puis la Pocatière à Saint-Pascal d'autre part, était présenté le samedi 15 février à Sainte-Marie et la Pocatière. Avant le lancement de ces 2 séries, soulignons que les 3 derniers matchs de saison régulière étaient également au programme du dernier week-end, 2 de ceux-ci étant présentés le vendredi 14 février. Dans un premier temps, une poussée de 3 buts lors de la période médiane a permis aux Éperviers de Saint-Charles de l'emporter 4-1 devant les Seigneurs de la Pocatière. Avec ce revers, les Seigneurs rataient une belle occasion de terminer devant le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli au 3e rang du classement de la section Ouest, ce qui lui aurait valu un laissez-passer pour la demi-finale de section face au Décor Mercier de Montmagny. Les Seigneurs terminaient donc 4e rang de la section Est, ce qui leur valait un affrontement 2-3 devant l'Impérial de Saint-Pascal. Le vainqueur de cette série retrouvera les Fondations BA de Trois-Pistoles en demi-finale de division. Après une période de 100 buts, Alexandre Roussel a donné les devants aux locaux dès la 17e seconde de jeu en 2e, mais Jeff Quentin a créé l'égalité 1 minute 17 plus tard en complétant une manœuvre de Tristan Lapierre et de Gabriel Bouchard. Olivier Patry a porté la marque 2-1 lors d'un désavantage numérique à 6 minutes 2 et Tristan Lapierre a complété la poussée des Éperviers en inscrivant son premier but de la saison
sur une aide d'Olivier Patry et d'Anthony Lapierre à 17,55. Jean-Christophe Fougère a complété le pointage en marquant dans un filet désert. À l'Aréna JE Métivier de Saint-Damien, vendredi soir, les mercenaires de Lotbinière ont signé un gain sans équivoque de 5-1 devant le Plastic Mart de Saint-Damien lors d'une rencontre houleuse pendant laquelle 115 minutes de punition ont été décernées et au terme de laquelle un joueur a été suspendu. Les mercenaires ont pris les devants lors d'un avantage numérique à 5 minutes 5 en première, soit dans les derniers instants d'une pénalité mineure décernée à Vincent Gontier, qui avait également obtenu une punition majeure de 10 minutes sur le même jeu. En deuxième, les visiteurs ont mis le match hors de portée de Plastic Mart avec 3 buts sans réplique de Philippe Veilleux, Johan Marcoux et Joël Baudouin. Veilleux et Baudouin marquant lors d'avantages numériques. Les esprits se sont échauffés à plusieurs reprises lors de cet engagement, 3 joueurs du Plastic Mart recevant des pénalités d'inconduite de 10 minutes pour leurs gestes. L'action n'a pas manqué en troisième période également, mais à moindre échelle, Pierre-Ric Bissonnette du Plastic Mart et Louis Demers des Mercenaires en sont venus au coup à la 11e minute de l'engagement, chaque pugiliste recevant des punitions de 5 et 10 minutes sur le jeu. Soulignons que Guillaume Ouellette a donné une avance de 5-0 aux Mercenaires lors d'un désavantage numérique à la 9e minute et que Mathieu Morissette a privé le gardien Martial Ouellette d'un blanchissage en le déjouant en 16 minutes 15 sur une aide de Jimmy Trahan. En raison d'un manque de joueurs du côté du Plastic Mart de Saint-Damien, le dernier match de la saison régulière devant opposer ces derniers au Family Prix de Saint-Joseph dimanche, en fin de journée, a été annulé, le Family Prix l'emportant par défaut 1-0. Soulignons que les deux équipes se retrouveront en demi-finale de la section Ouest. Le premier tour des séries s'est officiellement amorcé le samedi 16 février avec les affrontements 2 de 3 opposant les équipes 4 et 5 de chaque section. Au centre Castel de Sainte-Marie, tout d'abord, le Joe Vanina recevait la visite des Éperviers de Saint-Charles dans le premier affrontement de la section Ouest, la décision allant en faveur des Beaucerons qui l'ont emporté par la marque de 5-3. Frédéric Mercier à 3 minutes 7 et Samuel Landry, lors d'un avantage numérique 7 minutes plus tard, ont procuré une avance de 2-0 en première pour les locaux. Après une deuxième sans but, les deux équipes se sont échangées 6 buts dans une troisième période axée sur l'attaque. Après que Jean-Philippe Terrien ait eu rétréci l'écart 2-1 à 3 minutes 28, Alexis Guillemette a redonné une avance de 2 buts aux siens lors d'une supériorité numérique à 4,37, puis Félix-Antoine Chabot a accentué cette avance à 5 minutes 57. 2 filets d'Olivier Patry inscrits à 6 minutes 54 et sur le coup de la 9e minute ont permis aux Éperviers de revenir dans le match, mais Joël Goulet, avec un filet sans aide, a inscrit le but d'assurance à 12 minutes 14. Cette série se poursuivra le vendredi 21 février à 21h du côté de l'Aréna de Saint-Charles. Si un match ultime devait s'avérer nécessaire, il serait disputé le dimanche 23 février au centre Castel. Dans le premier match de la série 2 de 3 de la section Est, les Seigneurs recevaient la visite de l'Impérial de Saint-Joseph au centre Bombardier de la Pocatière, samedi soir également. Mené à l'attaque par Antoine Laure, qui a inscrit un tour du chapeau, les Seigneurs ont signé un gain sans équivoque de 7-2 sur l'Impérial. Les locaux ont inscrit 3 filets de la première période, dont 2 pour Laure, qui s'est manifesté à 4 minutes 2 et 13,44. Entre les deux, Jean-Philippe Marié s'était exécuté sans aide à 11 minutes 25. Ceux-ci ont ajouté 3 autres buts lors de la période médiane, soit ceux de Jean-Philippe Marié, son deuxième du match, à 10,25, de Miguel Picard à 14,53, puis de Pascal Ouellette lors d'un avantage numérique à 18,34. Guillaume Pelletier et Étienne Lavoie ont inscrit les visiteurs au pointage en troisième, mais le troisième but d'Antoine Laure à 15,34 a clos le débat pour les Seigneurs qui rendront visite à l'Impérial samedi 22 février à 19h30. Si un troisième match devait s'avérer nécessaire dans cette série, il aura lieu le lendemain à 17h au centre Bombardier.
La direction de la Ligue de hockey Côte-Sud a profité de la fin de saison régulière pour faire connaître ses lauréats aux divers honneurs d'équipe et individuels. Trophée groupe Crazy, meilleure moyenne de gardien, Michael Delonco et Martial Ouellet. Mercenaires de Lotbinière, moyenne de 2,70 buts alloués par match. Le trophée Martin Gagné pour le meilleur buteur est décerné à Jean-Daniel Gauthier du décor Mercier de Montmagny. Le trophée Léopold Gagné pour le meilleur pointeur à Louis-David de Bourgault, également du décor Mercier de Montmagny, 4e titre de champion marqueur et 4e nomination sur l'équipe d'étoiles. Le trophée Dominique Michaud, soit le plus gentilhomme, décerné à Charles Dulac-Simard du Plastic Mort de Saint-Damien, 3e titre comme joueur le plus gentilhomme. Trophée Simon Pelletier pour la recrue défensive de l'année, décerné à Charles-Olivier Lévesque des Fondations BA de Trois-Pistoles. Le trophée Carl Gagné, recrue offensive de l'année, décerné à Carl Thibault des Fondations BA de Trois-Pistoles. 5 buts vainqueurs cette saison. Le trophée Dave Noël Bernier pour l'entraîneur de l'année, décerné à Éric Belzile des Fondations BA de Trois-Pistoles. Trophée des frères Paquette, plus spectaculaire, décerné à Jean-Daniel Gauthier du décor Mercier de Montmagny. Le trophée Dave Chouinard pour le plus complet, décerné à Michael Bélanger des Mercenaires de Lotbinière. Le trophée Cédric Desjardins pour le meilleur gardien, décerné à Charles-Olivier Lévesque des Fondations BA de Trois-Pistoles. Le trophée Alain Côté pour le meilleur défenseur à Guillaume Létourneau du Family Prix de Saint-Joseph. Le trophée CCM pour le plus utile, Charles-Olivier Lévesque des Fondations BA de Trois-Pistoles. Organisation de l'année, le Family Prix de Saint-Joseph. Le trophée Claude Turgeon pour l'organisateur de l'année à Yvan Gingras des Mercenaires de Lotbinière. Première équipe d'étoiles, le gardien Charles-Olivier Lévesque des Fondations BA de Trois-Pistoles, défenseur Guillaume Létourneau du Family Prix de Saint-Joseph et Jean-Philippe Soucy des Fondations BA de Trois-Pistoles. Et joueurs à l'avant, Louis-David Bourgault du décor Mercier, Jean-Daniel Gauthier, également du décor Mercier, et Michael Bélanger des Mercenaires de Lotbinière. Équipe d'étoiles de recrues, gardien Charles-Olivier Lévesque des Fondations BA de Trois-Pistoles, le défenseur Alexis Gaudreau du décor Mercier et Zachary Ouellet des Fondations BA de Trois-Pistoles. Les joueurs à l'avant, Carl Thibault des Fondations BA de Trois-Pistoles, Hubert Fréchette du décor Mercier et Jérôme Thibault des Fondations BA de Trois-Pistoles. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-281-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 575 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Quelle belle fin de semaine d'hiver on a connu, du temps doux, vraiment du temps là, pour pratiquer des sports d'hiver. J'espère que vous en avez profité pour aller marcher, pour aller prendre l'air avec cette belle fin de semaine qu'on a connue.
Et ça va se poursuivre encore là, au cours des prochains jours. Il y a de la neige dans l'air. Là. Ce matin, il neigeait quand même abondamment. Peut-être qu'on a reçu 3 ou 4 pouces à peu près là, de neige. Donc, encore des précipitations et on en prévoit également pour demain. D'abord, allons voir notre image radar de ce lundi 17 février. Alors, vous voyez là, cette masse nuageuse là, qui devrait encore nous apporter quelques flocons au cours de la journée. Dégagement par la suite des vents jusqu'à 15 km/h, donc rien de bien inquiétant. Température stable à près de -9. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de -18 avec le refroidissement éolien. On parle de -15 ce soir et -22 au cours de la nuit. Demain mardi, ennuagement, neige et poudrerie par endroits débutant en après-midi. Une accumulation de 5 cm, des vents devenant du sud-est à 20 km/h en rafale à 40 en après-midi, maximum de -4. Pour la nuit de mardi à mercredi, on parle encore de précipitations sous forme de neige avec un minimum de -8. Et pour mercredi, le ciel va se dégager et nous apporter une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -3 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de -24. Oh, que ça va être froid pour la nuit de mercredi à jeudi. Et pour jeudi, ce sera froid également avec du soleil, maximum de -14 degrés pour Montmagny-Lillet et de -15 pour Kamouraska. Pour vendredi, ensoleillé, venteux, avec un maximum de -8 degrés. Pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -1. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 0. Donc, ça va s'adoucir considérablement pour la fin de semaine, là, avec de belles températures et encore du beau temps pour aller pratiquer des activités hivernales. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -5 le jour et -17 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h45 ce matin et se couchera à 17h08, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 3 degrés, la plus froide en 97 avec -27 degrés. Hier, nous avons reçu 4,6 cm de neige. Le maximum enregistré hier, 0 degrés, et le minimum au cours de la nuit dernière de -8,8 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 86 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 16 km/h. Il fait -9 degrés et le ciel tente de s'éclaircir actuellement. On a encore quelques flocons de neige. Naturellement, on vous parle de cette émission qui est en direct. Et avec le refroidissement éolien, on peut ressentir une température de -17 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, en raison de cette neige là, qu'on a reçue au cours des dernières heures, eh bien, la route 132 de la route Lallemand vers Saint-Vallier s'est enneigée. La visibilité est bonne. Saint-Vallier vers Montmagny, c'est partiellement enneigé. De Montmagny vers Lillet, c'est enneigé et c'est la même situation pour Lillet vers la Pocatière. On parle de la 132. Bien sûr, la visibilité est cependant très bonne. L'autoroute 20 de la route Lallemand vers Saint-Michel de Bellechasse est dégagée et mouillée. Il en est de même pour Saint-Michel vers Montmagny, dégagée et mouillée. Et de Montmagny vers la Pocatière, c'est partiellement enneigé. La route 279 de Bocklund vers Saint-Lazare, c'est enneigé. Et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est partiellement enneigé. La 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel, c'est également partiellement enneigé. La 283 de Saint-Just vers Saint-Paul, c'est enneigé. Et de Saint-Paul vers Montmagny, c'est également enneigé. La route 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie, c'est enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est enneigé. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est également enneigé. Donc, si vous regardez le tableau, toutes nos routes sont enneigées et ça peut être glissant par endroits. Donc, la prudence est de rigueur. Traction intégrale de série. Manœuvre
manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 17 février 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 17 février. Mais d'abord, hier, c'était l'anniversaire à Félix Laurando. Il a eu 8 ans, Félix. C'est de la part de mamie. Donc, bonne fête, Félix Laurando, hier, le 16 février. Aujourd'hui, le 17, c'est l'anniversaire à Paul Fortin. C'est de la part de sa mère Huguette et de son beau-père Marcel. Bon anniversaire, Paul Martin, aujourd'hui. Paul Fortin. Alors voilà, bonne fête à Paul Fortin. Bonne fête aujourd'hui à Mélissa Montmini de Lévis. C'est de la part de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire à Mélissa Montmini le 17 février. Bon anniversaire à Marie-Ange Hautelaire. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire à Marie-Ange Hautelaire et bon anniversaire aujourd'hui, 17 février, à Diane Mercier. C'est de la part de Christiane. Bon anniversaire, Diane Mercier, aujourd'hui, le 17 février. Je vous rappelle, 241-1313, poste 229 pour nous rejoindre tout le temps sur notre boîte vocale pour souhaiter bonne fête aux gens, vos parents, les gens que vous aimez. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Alex Nevsky, qui fait partie ou faisait partie de La Voix, là, qui a pris une pause cette année. Il a 34 ans. Marianne Saint-Gelais, patineuse de vitesse québécoise sur courte-piste, elle a 30 ans. Paris Hilton, animatrice, une des héritières de l'Empire Hilton, elle a 39 ans. Aujourd'hui, Luc Robitaille, cet excellent joueur de hockey qui maintenant travaille pour l'équipe de Los Angeles, président des opérations, il a 54 ans. Michael Jordan, ex-joueur de la NBA, il a 57 ans. Louis-Georges Girard, comédien et acteur, 65 ans. Et enfin, Renée Rousseau, actrice américaine, 65 ans. Et on se souvient du décès en 1919 de Sir Wilfrid Laurier, 77 ans, premier Canadien-Français à être élu premier ministre du Canada. Ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on reçoit le maire de Montmagny, M. Rémi Langevin, et en fin d'émission, José sera là pour les grands titres de l'actualité. Bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets, et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, notre invité ce matin, c'est le maire de Montmagny, puis on va le garder jusqu'à presque à la fin de l'émission. José viendra pendant quelques minutes nous donner les grands titres de l'actualité. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bon matin à toi, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Température clémente, pas trop de neige. Pas sûr que vous êtes content? Ben oui. Ben non. Ouais. Parce qu'il neige. Bien, et quand il neige, les équipes de neige. Les budgets vont et bien. Je sais que ça... Les budgets vont bien. Et je sais que ça ne fait pas le bonheur du maire. Bien, en fait, avant les fêtes, on était un peu inquiets parce qu'on avait quand même amputé, défoncé notre budget, comme on dit en bon canadien, là. On avait un écart négatif, mais avec la température clémente d'avant. Vous avez été chanceux cette année parce qu'il n'y a pas eu, on n'a pas eu de tempête aller jusqu'au 31 décembre. C'est ça. C'est que maintenant, on peut dépenser. OK. Vous dites, de toute façon, d'année en année, la moyenne, c'est toujours à peu près les mêmes budgets. Alors, OK. C'est toujours, c'est ça, là. Ouais. Parce que, faut le dire, là, c'est qu'on a l'hiver. Autrement dit, c'est que ça commence le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Exact. Donc, le mois de janvier 2019, il a neigé, le mois de février. Donc, ça rentre dans les dépenses jusqu'au 31 décembre 2019. Oui. Alors, à partir du 1er janvier, bien là, on rentre dans l'autre année. Exact. Ça permet peut-être un peu d'éponger, de séparer l'hiver en deux là, pour les budgets. On souhaite toujours, lorsqu'on a un hiver difficile durant l'année, on souhaite toujours un automne plus clément parce qu'il faut quand même essayer... c'est drôle à dire, on ne peut pas contrôler la température, on ne peut pas dire on va essayer de balancer, sauf que ça nous amène souvent d'aller chercher des sous dans notre surplus qui va être moins élevé pour venir compenser là, le déficit en budgétaire de ce qui était planifié pour la neige. Mais d'année en année, on augmente tout le temps un petit peu notre budget, ce qui fait qu'on va arriver avec un hiver plus clément un jour où ça va nous procurer un peu plus de surplus. Le budget, on va le connaître. Quand est-ce que ça sort? Pas le budget, mais le bilan de l'année? Au mois d'avril. OK. Oui, oui, au mois d'avril. On va faire en avril une présentation des états financiers. Et vous voyez ça comment? C'est bien. C'est bien, oui. Puis justement, avec l'automne qui a été quand même bien, et puis je pense qu'il va y avoir un surplus qui va être au rendez-vous. Pas extravagant, mais parce que normalement, ça ne sera pas normal non plus d'avoir un surplus de 1,5 million. Ça voudrait dire que nos tarifs de services sont trop élevés et notre impôt foncier est trop élevé. Parce que vous savez, l'équilibre budgétaire, c'est pas d'engranger des sous, hein? C'est d'arriver à donner les services aux citoyens de façon optimale, mais pas d'engranger des surplus. Les surplus arrivent, eux, souvent parce que les évaluations foncières ont augmenté, il y a eu des ajouts de bâtiments, de construction, et puis ce qui fait que c'est ça qui crée souvent là, les surplus. Puis dans certains budgets, bien, on retrouve moins de dépenses, mais c'est toujours calculé pour pas arriver even, là, parce que on n'a pas de boule de cristal, mais on est prudent là, pour pas être en deçà ni en dessous. Mais vous devez faire des surplus parce qu'à un moment donné, il y a des surprises. Une ville, c'est quand même... c'est gros, puis il y a des surprises qui peuvent arriver. Donc, ça vous prend des surplus pour mettre de l'argent dans un coffre toujours au cas où. Oui, bien en fait, il y a des dépenses qui sont planifiées. Vous savez, quand on parle de vider, par exemple, les bassins de décantation des boues, on prévoit d'année en année des sous, ce qui fait que l'année X qu'on doit nettoyer notre bassin, des boues, les étangs, des boues, des fosses septiques, pas des fosses septiques, mais des égouts, en fait, là. Bien, on a le budget. Comme présentement, on a une réserve de près de 600 000 $ qui est accumulée depuis plusieurs années. On en met un petit peu chaque année. On prend, en fait, la taxe sur les égouts. Hein, quand il reste un surplus là-dedans, bien, on le met dans une réserve pour vider nos étangs et c'est calculé en fonction de ça. Alors là, ce qu'on voit cette année, parce que je crois qu'on est dû cette année pour le faire, bien, on va être capable de payer comptant. Ça coûte environ 250 000 vider un étang. Alors, on a l'argent comptant pour le faire. C'est la même chose quand on arrive au niveau, par exemple, des services de collecte sélective ou des ordures ménagères. On a des redevances de par notre
notre façon de gérer nos collectes sélectives, le gouvernement nous verse des redevances qu'on met dans une réserve et on s'en sert souvent pour venir éponger les augmentations qu'on a à chaque fois qu'on renouvelle notre contrat d'enfouissement puis de collecte. Bien, on a une réserve qui nous permet d'absorber les augmentations parce que vous savez, et c'est pas pour rien que le compost est entré comme troisième voie, c'est pour dévier justement tout ce qui est enfouissement, parce que l'enfouissement augmente de beaucoup, le coût augmente d'année en année. Et puis, en diminuant l'enfouissement, eh bien, on vient récupérer au niveau de la troisième voie. Puis, c'est plus environnemental, c'est plus écologique. Et je pense que ça répond aussi à la demande des citoyens d'être plus environnemental, plus préoccupés par la protection de notre planète, diminution des GES, etc. là. Vous parlez justement là, de ce nouveau bac brun là, qui a fait son arrivée au mois d'octobre. Oui. Est-ce que, parce que ça a commencé récemment, là, ça a commencé en janvier. À mi-janvier, oui. Oui. Est-ce que vous avez pu vérifier le résultat de ça? C'est très difficile à vérifier par rapport à ce que vous récoltez là, dans les bacs bruns. Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce que les gens embarquent là-dedans? Oui, bien, en fait, ça l'augmente. Et c'est un bon signe parce que ça l'augmente de semaine en semaine. La première collecte, elle était plus parcimonieuse, là, parce que c'était nouveau. Et puis, mais de semaine en semaine ou de collecte en collecte, on voit là, qu'il y a plus d'adhésion, il y a plus d'adhérents là, à la collecte lorsqu'il y a la tournée pour les bacs bruns. Il y en a plus. Alors, c'est bon signe, c'est que les gens commencent à s'approprier. Vous savez, moi-même, là, qui est quand même un fervent de la protection de l'environnement, puis je suis toujours un peu préoccupé là, par notre empreinte écologique puis notre empreinte sur notre environnement. C'est une nouvelle façon de faire les choses parce que il y a l'hiver, il y a des inconvénients parce qu'il faut faire en sorte que ça ne reste pas pris dans le fond de notre bac. On sait qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés au tout début parce qu'ils mettaient des produits, de la récupération humide, ça gelait dans le fond du bac. Alors, il faut trouver des trucs. Il y a des trucs qu'on peut retrouver lorsqu'on va sur le site de la Ville qui indiquent comment faire là, pour éviter que ça colle dans le fond, mettre un carton, des trucs comme ça, des fonds de boîte de carton. Alors, mais c'est bien entendu que c'est une nouvelle façon, vous savez, de gérer nos ordures ménagères. Et la pratique va faire en sorte qu'on va développer des habilités, puis de l'intérêt aussi, parce que à quelque part, d'année en année, on va voir que ça vient contrôler les augmentations sur nos impôts, sur nos taxes municipales, parce qu'on gère bien nos ordures, et puis ça rapporte. Est-ce que l'objectif est de faire disparaître le bac vert? Il va diminuer. L'objectif, mais on ne peut pas le faire disparaître. C'est quasi impossible. Non, on va toujours... Sauf qu'au lieu de faire la collecte éventuellement aux 2 semaines, bien, ça pourrait être aux 3 semaines, ça pourrait être au mois. On ne connaît pas l'avenir, mais vous savez, lorsqu'on fait le travail de façon religieusement, hein, c'est un terme que je peux quand même utiliser, ça veut dire religieux, ça veut dire qu'on le fait de façon très concentré, là, il ne reste pas grand-chose dans le bac vert. Est-ce que ça a des répercussions? Parce que c'est à la tonne que vous payez... c'est à la tonne, puis ça a des répercussions. Est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce que vous le sentez, cette répercussion-là? Par rapport... C'est vrai qu'on a beaucoup plus, en tout cas chez nous, beaucoup plus... Le bac bleu est rendu presque toujours plein. Il n'y a quasiment plus rien dans le bac vert. Est-ce que pour la Ville... Vous le ressentez? Est-ce qu'il y a des économies d'échelle qu'on fait actuellement? On va le voir avec les années. Pas là, dans l'année 1, non. Pas encore? Non, parce qu'on paye le même prix. Là. On paye le même... Il y a un contrat de transport, etc. C'est sûr qu'au niveau de l'enfouissement, au niveau du tonnage, oui, on va peut-être voir une petite différence, mais cette différence-là, on va devoir la transférer sur le transport des matières compostables. Mais avec le temps, avec avec la gestion des sites d'enfouissement dans les années à venir, où, bien entendu, les coûts vont augmenter. On va le voir, mais ça va être sur 4-5 ans qu'on va le voir. Là. OK. Ouais. Mais il faut commencer quelque part.
Monsieur le maire, je ne peux pas vous recevoir sans qu'on revienne sur ce sujet qui a fait tant jaser récemment. De quoi donc? Parce qu'on ne s'est pas vu depuis l'Assemblée du Conseil du 20 janvier dernier par rapport au centre multifonctionnel. Oui. Et je sais que les gens sont en attente qu'on en jase de ça. Oui. À savoir, on en est où maintenant, là? Il est rendu où, ce projet-là? Qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, moi, je répète encore une fois que le conseil municipal veut poursuivre la démarche d'aller de l'avant dans ce projet-là parce que c'est pour nous un projet important pour la communauté. Hein? Là-dessus, récemment, j'allais à un souper ici à Montmagny où on était environ 120 convives et puis on réalise que dans la salle où on était, si on en rajoute encore une vingtaine de convives, on ne peut pas recevoir plus que 140, 150. Et si on veut un jour travailler pour se donner de la visibilité, être attractif pour amener des gens, amener éventuellement des groupes, des gens d'affaires ou retenir nos gens ici plutôt que d'aller à l'extérieur si on a besoin de salles plus grandes, bien, c'est un endroit c'est un service qu'on veut offrir à la population. Vous savez, une salle communautaire, c'est un service qu'on veut donner à la population, à des groupes communautaires, à des gens d'affaires, même à notre tourisme de passage. Alors, et on a un bâtiment où on doit faire des interventions. Alors, on a fait le choix, en parlant du centre d'immigration, on a fait le choix. On a fait 2 analyses, celle de le mettre à jour, le mettre à niveau parce qu'il y a vraiment là, des sous à mettre, et de l'agrandir pour le rendre plus fonctionnel. Et c'est le choix qu'on a fait. Et on est encore, on croit encore beaucoup à ce projet-là. Maintenant, on a entendu des gens qui étaient préoccupés par la formule de présentation qu'on a fait. On a peut-être manqué au niveau là, de l'information, de la consultation. Oui, on a rencontré quand même des groupes d'intérêt, mais il faut croire que la communication s'est rompue à quelque part à un certain moment donné où ça n'a pas été récupéré. Et on en est là à dire, bien, on veut reprendre ça, mais on veut se donner aussi une crédibilité. Donc, ce ne sera pas les gens, ce ne sera pas le service municipal, ce ne sera pas des employés du service municipal ni des élus qui vont faire la démarche. Alors, on a convenu de faire un petit pas de côté pour s'assurer d'abord d'aller chercher une firme qui va pouvoir nous donner, nous accompagner là-dedans, mais même, je dirais plus, faire le processus, refaire le processus d'information, de consultation, de validation. Et ensuite de ça, bien à partir des résultats qu'on aura de cette firme-là qui va déterminer un plan de travail qu'on n'a pas encore. Nous, on a confié à une firme d'analyser un plan de travail pour revoir tout le processus. On les a rencontrés il y a 15 jours où on a expliqué un peu où on était rendu, c'est quoi les difficultés qu'on a rencontrées, comment ça s'est passé, en fait, un peu l'histoire là, de l'évolution de ce dossier-là. Et on a réaffirmé notre volonté d'aller de l'avant dans ce projet-là, mais en ayant un processus qui est formalisé par une firme externe et puis qui va avoir cette crédibilité-là auprès de la population. On ne veut pas être de nouveau là, pointé comme ayant manipulé l'information, ayant fait toutes sortes de procédés pour berner la population. Hein. En fait, c'était quasiment ça là, qu'on nous accusait, de vouloir berner la population, de la tromper, de cacher des choses. Alors, écoutez, on côtoie les gens de la ville de Montmagny à tous les jours. À chaque pas qu'on fait, on en rencontre sur la rue, dans nos commerces, dans les endroits publics. On n'a pas intérêt là, à avoir cette étiquette-là puis de la porter. Là, alors, c'est ça qu'en fait qui est dommage dans le projet. Comment vous avez vécu ça personnellement? Bien, écoutez, à un moment donné... Parce qu'il reste... Vous êtes maire de Montmagny, mais vous êtes un humain, vous n'êtes pas... Non. Écoutez, et les gens ont été... certaines gens ont été durs avec vous. Absolument. Ça fait mal, c'est sûr, parce que d'autant plus que c'est pas vrai. Alors, vous savez, le mensonge fait davantage mal que la vérité, parce que lorsque c'est une vérité, ben, on se dit on l'a mérité.
Mais lorsque c'est un mensonge, tu dis, j'ai pas mérité ça. Et mon entourage n'a pas mérité ça. Mes employés municipaux ne méritent pas ça non plus. Ma famille, mes proches ne méritent pas ça. Alors, je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui ont cette force-là derrière un clavier, d'écrire des choses qui n'oseraient même pas venir nous dire en pleine face. Parce que ma porte est ouverte. Moi, là, à qui veut l'entendre, là, quand il vient un citoyen frapper à la porte de l'Hôtel de Ville qui veut me voir, rarement je les remets au lendemain. J'arrête ce que je fais, je vais les voir, je leur dis, j'ai peu de temps, mais si vous voulez, vous reviendrez. Alors, s'il y a des gens qui croient vraiment à ce qu'ils ont écrit là, sur Facebook et dans les réseaux sociaux, peu importe, puis qui ont le courage de venir me le dire en pleine face, que ce qu'ils affirment est une vérité, bien, je les invite à venir me voir. Ça me fera plaisir de les rencontrer et de les entendre et leur poser des questions. Parce que c'est difficile, mais si vous voulez, semble-t-il que ça fait partie de la vie publique. Je disais encore dans le journal ce matin, M. Labaume qui raconte un peu ce qu'il vit lui aussi comme élu. Et ça fait partie du quotidien. Mais écoutez, c'est pas obligé, là. Les gens ne sont pas obligés de nous dire des choses méchantes, là. Puis en plus d'être méchants, d'écrire des choses qui ne sont même pas vérifiées. Même nos journaux locaux ont écrit des choses sans aller vérifier la contrepartie de l'information qu'ils écrivaient. Ça aussi, je le déplore. C'est un manque de professionnalisme journalistique d'écrire des choses puis de ne pas s'assurer d'avoir la version de l'autre côté de la médaille. Ça, c'est un travail qui, à mon avis, n'a pas été fait dans les règles de l'art. Est-ce que, parce qu'on fait de la politique, oui, vous avez été élu démocratiquement, oui. Les gens vous ont donné leur confiance pour 4 ans. Est-ce qu'à quelque part, ça vous désillusionne un peu de la politique? Moi, mon inquiétude, c'est à voir ce qui se passe. Vous parlez de M. Labaume, mais il y en a d'autres, d'autres gens dans la politique là, qui ont ça dur. Est-ce qu'il n'y a pas de danger, à un moment donné, que personne ne voudra aller là? Parce que les réseaux sociaux, il y a quelques années, ça n'existait pas. C'est une méchante mais plaie. maintenant, ça existe. Oui. Et les gens se cachent derrière un ordinateur pour écrire des choses qui, des fois, sont extrêmement difficiles. Oui. Peut-être pour vous, mais tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Est-ce que ça vous a peut-être laissé un petit coup sûr dans la bouche là, par rapport à votre vie politique? Écoutez, quand on se présente en politique ou quand on se présente dans une fonction publique, il faut avoir une vision. Et c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, on peut avoir des petites jambettes, des petits vents de côté, des petits vents de face, mais si on a une vision, c'est notre force. Et c'est ce qui fait aussi à un moment donné qu'on ne se laisse pas manipuler et ébranler par tous ces commentaires-là. Oui, ça fait mal, mais ça vient pas enlever la vision qu'on a. Et moi, je me dis, en politique, ou peu importe, là, dans un projet dans lequel on veut s'engager, si on a une vision ferme, si on croit en ce qu'on fait, bien, il faut continuer à aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle le centre multifonctionnel, c'est une belle vision qu'on a dans ce secteur-là où on veut amener du développement et d'amener aussi les citoyens et les gens de l'extérieur à venir découvrir. Notre vision, elle est bonne, on y croit encore. Et puis, oui, on va avoir encore un petit peu de vent de face, un petit peu de vent de côté, mais c'est ce qui fait que on croit en ce qu'on fait, puis ça nous maintient sur les rails, comme on dit. On doit s'arrêter pour une pause, mais je veux vous poser une dernière question parce qu'on va, on va laisser le centre multifonctionnel. On va prendre un autre centre après la pause. Oui. Est-ce que vous dites que vous avez reporté le projet dans 1 an? Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est ça, c'est important de le mentionner. C'est pas ça que j'ai dit. Moi, ce que j'ai entendu, c'est le projet est reporté dans 1 an. Pas du tout. Dans 1 an, on sera en 2021, on sera près des élections. Ça ne sera pas un enjeu électoral. OK. Alors, dites-moi, quand est-ce que vous allez... Quand prévoyez-vous revenir avec bien, écoutez, le retour? Parce que vous allez le représenter à la population? C'est pas un référendum? Ça va être en 2000... non, oui, ça, le référendum. D'abord, il n'y a pas eu
le nombre de signatures requis pour nous obliger d'aller en référendum, ça, c'est réglé. Hein? Ça, bon, mais vous savez que c'est contesté, l'histoire des signatures. Oui, contester. On peut contester une élection aussi. On a élu le gouvernement de la CAQ. Là. Certains individus peuvent contester la légitimité de ce gouvernement-là au moment où on a annoncé les résultats, mais c'est comme ça. Certains individus pour dire on aurait peut-être gagné s'il n'y avait pas fait de tempête ou s'il n'y avait pas vanté. C'est pas ça. C'est pas de même ça marche. Là. Il y a des processus qui ont été faits de façon rigoureuse par l'administration municipale, volet juridique, dont on ne s'est pas mêlé. Ça a été fait en collaboration avec le DGE. Le DGE a approuvé et soutenu toute cette démarche-là, au même titre que ça s'est fait dans d'autres municipalités, même le 16 décembre dernier, à la ville Mont-Royal, le même processus s'est tenu. Ils ont eu le nombre de signatures requis, ils sont présentement en référendum. Alors, il n'est pas question qu'on y aille en référendum. Les gens auront beau taper du pied devant l'hôtel de ville, comme j'ai lu dans l'article. Ça ne changera rien, ça. OK? Maintenant, on a dit aux gens qui ont des préoccupations qu'on allait retravailler la démarche, mais avec une firme externe, dans les règles de l'art. On va le faire. Une fois que ça sera fait, on va continuer à aller de l'avant avec le projet. Alors... C'est clair? Vous allez aller de l'avant avec le projet? Quand j'ai entendu, à un moment donné, que ce projet-là allait être reporté en 2021, j'ai dit, écoutez, c'est une interprétation, parce que c'est jamais... C'est pas la vôtre. Non. Mais, on l'a déduit que ça pourrait être ça, mais j'ai jamais affirmé ça. OK. C'est bien clair? C'est clair, puis... Vous allez de l'avant avec le projet. Absolument. Vous avez une firme d'experts en communication qui vont tenter le pouls. Qui vont faire le travail, oui. ils vont nous dire, ils vont nous livrer leur plan de travail. Pour le moment, on les a mandatés d'ici une semaine. Là, ils vont probablement nous revenir avec un plan de travail. Ils vont nous dire de quelle façon ils vont procéder, de quelle façon ils vont contacter les gens, qu'ils vont les rencontrer. Ils vont nous donner ce plan de travail-là. Et puis, nous, ce qu'on veut, c'est qu'au final, les gens vont avoir eu l'occasion de discuter du projet, d'amener des suggestions, des améliorations, le moduler s'il le faut. Mais on va travailler avec des gens qui veulent améliorer le projet, pas des gens qui ne veulent pas le projet. Ça, et je l'ai dit d'ailleurs à la dernière, pas à la dernière assemblée, mais l'avant-dernière publique télévisée. Je l'ai dit, on va travailler avec des gens qui veulent travailler sur le projet. Les gens qui ne veulent pas le projet, c'est pas avec eux qu'on veut travailler. OK. On va maintenant laisser le centre multifonctionnel et après la pause, on va parler du centre multisport. Oui. Parce que ça fait ça aussi très jasé actuellement. Oui. Alors, on revient avec le maire de Montmagny après la pause. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler, vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est la campagne du défi Tête rasée Leucan qui est lancée pour la région. Donc, Leucan a lancé mardi dernier à Montmagny sa 11e édition du défi Tête rasée MD Leucan, présenté par Proxime. Pour marquer le coup, l'homme d'affaires André Ouellette de l'entreprise OK Pneus du même nom a fait raser sa légendaire moustache. Et pour cette édition, ce sont messieurs Marc-Antoine Leblond, copropriétaire d'OK Pneus André Ouellette, et Daniel Lachance, pharmacien propriétaire Uniprix, qui seront les coprésidents d'honneur de la campagne. Donc, Leucan invite donc la population à s'inscrire, seul ou en équipe, au site du rasage officiel de la région, organisé par Leucan. C'est le 13 juin prochain au Café Bistrot au coin du Monde. Un défi personnalisé permettant ainsi de déterminer la date, l'heure, l'endroit ainsi que l'envergure du défi désiré. Voilà, ça complète notre nouvelle positive pour aujourd'hui.
La nouvelle positive. Une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient avec notre invité, le maire de Montmagny. Monsieur Langevin, il y a dans l'air, là, on va laisser le centre multifonctionnel et on va parler du centre multisport. Oui. Il y a dans l'air qu'il y aurait une présentation de projet. On ne sait plus trop à quel sein se vouer, là. Il y a, selon nos sources, une présentation d'un projet qui serait fait cette semaine par la ministre Proulx. Et on voudrait savoir qu'est-ce qu'il en est actuellement, où on en est avec ce projet-là actuellement. Bon. Et moi, je veux connaître la position de la Ville là-dedans aussi. Oui. Vous savez, en 2017, il y a eu des élections. Il y a 3 candidats qui se sont présentés. Il y en a un candidat en particulier qui a fait la campagne sur un centre multisportif. Il a récolté 500 votes. Alors, en 2017, moi, je n'ai jamais parlé d'un centre sportif et culturel dans ma campagne électorale, mais j'ai plus parlé du projet qu'on présente présentement, le centre multifonctionnel, qui était... Le centre d'immigration. Exactement. Parce que là, il faut bien distinguer les deux. Là. Ouais. Okay. Alors, maintenant, 1 an plus tard, il y a une personne qui a fait sa campagne électorale sur un centre sportif qui est Mme Marie-Ève Proulx. Alors, Mme Marie-Ève Proulx, lorsqu'elle a été élue, elle est revenue avec cette idée-là parce qu'elle avait rencontré durant sa campagne des gens d'affaires, des gens du milieu, puis elle a promis un centre sportif. C'est bien. Puis là, présentement, on voit que ça s'oriente pour... puis il y a eu un comité qui a travaillé là-dessus, parce que là, il y avait comme une volonté politique de la ministre de travailler un projet comme ça. Donc, il y a eu un comité qui est composé de la commission scolaire, de la Ville de Montmagny, Chambre de commerce, les MRC de Montmagny, il y est, puis aussi un représentant citoyen, qui ont commencé à travailler sur l'idée du projet. Il ne faut pas oublier, c'est le projet de la ministre au départ. Nous, on a dit, on va travailler avec la ministre pour essayer de bonifier l'idée, puis amener ce projet-là pour qu'il s'implante éventuellement dans un contexte où ça va apporter aussi un plus pour être attractif, mais en même temps, ça va permettre d'offrir... et à l'intérieur de ça, il y avait aussi tout le volet culturel avec la salle de spectacle. Alors nous, on voyait comme... On faisait du pouce un peu sur l'idée du projet pour dire, bien, on va faire un centre sportif, culturel et de santé durable, puis qu'on va intégrer dans un bâtiment déjà existant. On voyait que la polyvalente était un bel endroit pour le faire et ça va venir bonifier l'offre de services éducatifs. D'ailleurs, on voit là, qu'il y a des concentrations qui vont s'ajouter bientôt au niveau de la gymnastique à la polyvalente. Je crois que c'est pour l'automne 2020. Alors, tant mieux, on vient bonifier l'offre éducative pour être plus attractif aussi pour des familles, des jeunes familles qui veulent venir s'implanter chez nous. Mais vous savez, quand on a un projet, si moi je vous parle d'un projet, si dans ma campagne je parle d'un projet, bien, je m'attends à ce que je sois le principal payeur du projet. Hein? Si la Ville parle d'un projet, je vais m'attendre à ce que la Ville va être le principal payeur du projet. Comme le centre multifonctionnel. Exactement. Si y a quelqu'un d'autre de l'extérieur qui nous parle d'un projet, ben moi, je m'attends à ce que la personne qui veut implanter un projet chez nous soit le principal payeur du projet. Et c'est là qu'on est là, en discussion. C'est qu'on
moi, je trouve que c'est un beau projet. Et d'ailleurs, on travaille pour le bonifier. Je fais partie des gens qui sont autour de la table. Mais là où je pense qu'il faut rediscuter, c'est le financement de ce projet-là. Et oui, effectivement, il va y avoir là, dans les prochains jours une présentation du projet par la MRC qui a convenu d'être le porteur. Mais la MRC, là, elle n'a pas d'argent. La MRC a vu des quotes-parts des municipalités. Et la quote-part de la ville de Montmagny à la MRC, sur son budget total, est de 46 %. Alors moi, j'ai hâte de voir comment on va présenter ce projet-là, comment on va attacher le financement du projet, comment on va aussi nous expliquer tout l'engagement opérationnel du projet et comment ça va être partagé, ça, avec les municipalités et puis le gouvernement. C'est un peu ça la question. Parce que moi, je trouve que c'est un très beau projet et puis je suis pour le projet et je vais travailler pour que ce projet-là se réalise parce que ça va apporter un plus à notre municipalité. Mais la question, c'est qui paye quoi? Bon, mais selon nos sources, le dépôt doit être déposé pour vendredi le 21, cette semaine. Mm-hmm. On sait qu'il y a une réunion des maires cette semaine aussi. Demain. Vous devez est-ce que tous les maires doivent accepter ce projet-là? Ben là, moi, ce que je comprends, c'est que la ville de Montmagny fait près de 50 % de la MRC. Il va falloir convaincre les maires de Saint-Just puis de Saint-Fabien. Est-ce que vous êtes convaincus, vous? À payer 46 % de la facture que je ne connais pas? Non. Non, parce que je ne la connais pas, la facture. OK. La journée, vous allez la connaître cette semaine? Oui, mais j'espère d'avoir les vrais chiffres, les chiffres qui sont officiels là, et presque finaux. Parce que je ne veux pas avoir, moi, un projet là, qui va être écrit sur, comme on dit souvent, là, sur une napkin, là, qui va nous dire ça va être à peu près ça. Non, je ne peux pas m'engager sur à peu près ça. Écoutez, on s'est fait reprocher de présenter un projet dont on anticipait un déficit de 200 000 $ qui allait impacter l'avenir économique de notre ville pour un projet d'un centre multifonctionnel. J'ai un peu de difficulté à penser que je vais présenter un projet dont on ne connaît pas vraiment les coûts véridiques de construction. Il y en a qui parlent de 25 millions, d'autres de 30 millions. On ne sait pas trop à quel sens jouer. J'ai entendu parler de 35, moi, puis plus... voilà. Alors, c'est ça. Alors, la ville serait tenue si on allait de l'avant, parce que le projet qu'on déposerait, je le dis au conditionnel, d'ici le 21 février, c'est pour aller chercher 66 % de subventions, d'argent du gouvernement. Alors, mais 35 millions, 66 %, il reste encore une belle facture à payer pour la ville, ville ou la MRC. Et ça, c'est ça, pas la MRC. Elle n'a pas d'argent, la MRC. C'est les villes. Alors, c'est ça, c'est 66 % des coûts admissibles. Et dans tout projet, il n'y a pas 66 % des coûts admissibles. Généralement, c'est 55 % des coûts admissibles. OK. Alors, on s'attend à une facture de 45 % d'un montant qui... Vous savez, puis dans le programme... Ça veut dire que la ville serait tenue de payer à peu près 17 millions, c'est ce que je comprends? Dans le programme dans lequel on veut déposer, le maximum qu'on peut aller chercher, c'est 20 millions. Alors, c'est le projet de 35 millions, donc c'est 15 millions. OK. Maintenant, je sais que les gens du milieu, les gens d'affaires, ils sont prêts à mettre une contribution, mais c'est ça qu'il faut savoir, là. C'est ça qu'il faut savoir exactement, qui paye quoi, dans quelle proportion que c'est payé, et aussi, bien, est-ce que les chiffres qu'on nous présente, c'est les chiffres... Alors, c'est toute la question de demain qui va nous être présentée, puis sur lequel on va devoir prendre une décision. Est-ce qu'on va de l'avant pour le déposer dans le programme, le PAFIR, qui se termine le 21 février? Aussi, on travaille avec notre ministre pour regarder s'il n'y a pas d'autres avenues, il n'y a pas d'autres voies de subventions ou de programmes éventuellement qui pourraient être utilisés pour un projet comme celui-là. Et tout en sachant que, comme c'est un projet qui lui tient beaucoup, on croit qu'elle doit avoir les arguments qu'il faut auprès du Conseil des ministres
pour aller chercher ou aller valider d'autres types de programmes éventuellement pour inscrire ce projet-là. Est-ce que le ministre Proulx travaille avec vous? À la table, présentement, non. Non, elle ne fait pas partie, là, des discussions autour de la table, mais je crois qu'elle a un représentant là, qui est à l'écoute là, de ces... ou qui lui rend là, des comptes rendus. Là, est-ce que tout ça ne va pas être un peu trop vite encore une fois? Bien, écoutez, on n'aura pas là, les vrais... On n'aura pas là, un projet bien ficelé à présenter. Alors, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Nous, on ne travaille pas de cette façon-là. Quand, à la Ville, on dépose un projet, c'est qu'on identifie les besoins. On a engagé des firmes d'architectes et d'ingénieurs pour vraiment là, travailler à partir des besoins, présenter certains concepts pour validation. Et ils nous donnent aussi un approximatif des coûts de contingence que ça peut représenter. Et les chiffres, généralement, sont assez près de la réalité lorsqu'on le dépose, un peu comme on le fait là, pour le centre multifonctionnel. Ensuite, bien, viennent les plans de devis détaillés, mais généralement, on est pas mal là, dans la prévision. Parce qu'en bout de ligne, là, c'est pas payant. Si on me dépose un projet qui n'est pas bien ficelé, puis qu'on va en appel d'offres, puis il explose à 50 millions, tu fais quoi, là? Tu as travaillé sur un projet, puis tu te réalises qu'il va falloir que tu coupes dans bien des choses, ce qui va faire en sorte que le projet initial ne ressemblera plus au projet final. C'est pas gagnant de travailler de cette façon-là non plus. OK. Mais ce que je comprends, c'est que le projet de la ministre, puis votre projet à vous, il est pas... il ne se ressemble pas... Non, pas du tout. Ben, pas du tout. Le centre multifonctionnel, il est intégré dans notre budget de 2020. Non, je parle du centre multisport, là, parce que là, on parle de la piscine. Il semblerait qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut incorporer là-dedans. Moi, je suis entièrement d'accord. La piscine a besoin de réparation, on le sait. Mais là, moi, je regarde les autres, puis je me dis, mais il me semble que ça va vite pour un projet comme ça. Dites-moi si je me trompe. Bien, présentement, nous, on devait donner un rapport de l'état de l'état de notre piscine, va savoir bien, est-ce que, parce qu'on a encore des sous qui viennent des fonds de petites collectivités qu'on pourrait investir au niveau de la plage, de la piscine, etc. Puis on se dit, avant de mettre des sous là-dedans, c'est quoi la durée de vie de notre piscine? C'est quoi la qualité de notre infrastructure? Si on nous dit, écoutez, ça ne vaut pas la peine de mettre des sous là-dedans, ben cette piscine-là deviendrait intégrée dans le projet. Si on nous dit, écoutez, elle est encore bonne pour 15 ans si vous faites ça, et puis que les sous qu'on a présentement serviraient justement à répondre à ces lacunes-là, bien, on ne pense pas qu'on va investir 8, 9, 10 millions si on sait que ça peut encore perdurer 10, 15 ans, là, notre infrastructure. Oui, c'est pas de dernier cri. Non, c'est pas un bassin aquatique, mais... à qui on veut donner des services exactement? À l'ensemble de la population ou si on veut donner des services à un groupe sélect de la population? C'est la question qu'il faut se poser aussi avec l'ensemble des taxes des citoyens. À suivre, on aura des gens de la RMC qui vont venir nous parler demain. On va en apprendre plus, alors on pourra suivre ça davantage. Et je sais qu'il y a une réunion des maires cette semaine. C'est demain soir, la réunion des maires. C'est demain soir? Oui. OK. Maintenant, M. le maire, on va finir avec le gazoduc. Oui, très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Oui, absolument. Mais pas pour tout le monde. Mais... Bien, écoutez, ça fait... Il y a toujours des opposants qui... Ça fait 5 ans. Hein? Ça fait plus que 5 ans. Dans le temps de M. Desrosiers, on avait travaillé sur ce projet-là. On gardait plus d'avoir un mini-réseau. Maintenant, la preuve était faite par Énergir que c'était moins coûteux prolonger le réseau de Saint-Henri vers Montmagny parce qu'il y avait d'autres entreprises, d'autres industries, une centaine sur le parcours avec qui ils vont pouvoir y bénéficier. Et puis, ces centaines de... Bon, concrètement, M. le maire, là, pour les gens qui nous regardent, là, oui. Ça fait quoi du gaz naturel? Ça fait quoi un gazoduc? Qu'est-ce que ça va apporter à Montmagny? Bien, écoutez, d'abord, ça va rendre notre parc industriel plus compétitif. Ça va rendre nos entreprises, nos industries plus compétitives par rapport aux endroits, aux villes qui ont le gaz naturel. On prend Technion, par exemple, qui, eux, ont une entreprise à Lévis. On a aussi M. Fortin qui opère des hôtels à Lévis, qui est desservi par le gaz naturel. Quand on compare les deux entreprises et puis le coût énergétique,
c'est plus avantageux d'opérer dans la région de Lévis qu'à Montmagny présentement. Alors, ça va les rendre aussi compétitifs à Montmagny qu'à Lévis en termes de coûts énergétiques, de dépenses énergétiques. Et puis pour l'ensemble des gens, pour le moment qu'on a identifié qui ont de l'intérêt à s'inscrire, à être branchés sur le gaz naturel, c'est plus d'1 million d'économies. Alors, ça va venir dynamiser ces entreprises-là et ça va permettre à d'autres entreprises qui viennent frapper à notre porte, qui nous posent la question, êtes-vous proche d'un accès routier important et avez-vous le gaz naturel? On dit oui, notre parc industriel est à côté de l'autoroute 20 et maintenant, on a le gaz naturel. Alors, ça va peut-être permettre à d'autres entreprises de venir s'implanter chez nous et venir dynamiser notre milieu, notre parc industriel. Et incessamment, bien, vous savez, ça apporte de nouveaux travailleurs. Vous allez me dire, oui, mais là, on travaille sur un ensemble de projets. Oui, le centre multisportif, c'est un attrait, mais on travaille sur des projets de développement résidentiel, on travaille sur des projets d'accès au fleuve, on travaille sur des projets pour les personnes âgées, pour les jeunes. On a d'autres projets qui sont récréaux, touristiques, qui peuvent être des éléments attractifs pour attirer des gens. Et c'est un ensemble de projets. C'est pas juste le centre sportif qui va faire la différence, c'est tout l'ensemble des petits projets qu'on travaille à Montmagny qui va faire en sorte que ça va retenir nos gens chez nous. Et puis quand les gens ils viennent nous voir, bien, ils vont avoir des endroits pour pouvoir exercer certaines activités, puis reconnaître qu'on est une ville de centralité dynamique. Il nous reste 2 minutes. Par rapport, dans le temps, sous le règne de M. Croteau, de mémoire, on avait une personne qui s'occupait d'aller visiter des entreprises pour les solliciter pour pouvoir accueillir ces entreprises-là ici. Est-ce qu'encore il se fait des démarches à ce niveau-là pour accueillir ou solliciter des... Oui, absolument. Au niveau du CLD, au niveau de la MRC, le CLD font ce travail-là. On a aussi notre société, notre corporation de sociétés économiques qui font aussi ce travail-là. On a également des gens qui viennent carrément frapper à notre porte au niveau de la direction générale puis rencontrer nos jeunes en aménagement pour poser des questions, pour voir les opportunités. Alors oui, effectivement, ça se fait là à tous les niveaux et puis dans toutes circonstances et dans tout milieu. Moi-même, quand je vais à l'extérieur, eh bien, je réponds à des questions d'intérêt public là, pour faire en sorte qu'on se fasse connaître et puis qu'on fait connaître aussi nos avantages à venir chez nous. Okay. Ce démarchage-là, c'est de tous les jours et de tous les niveaux. Ça fait beaucoup de dossiers, hein? Oui, mais c'est le fun. Oui. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Ben oui. Ouais. Ah oui, moi je vous dis... Ça va encore du plaisir. Quand on a de la vision, même le vent de côté, ça ne nous empêche pas d'avancer. C'est une belle entrevue. Je pense qu'on a mis des choses au clair par rapport à tous ces projets-là. Parce que moi, je trouve ça intéressant de savoir qu'il y a des beaux projets qui sont mis de l'avant. Oui, on continue d'en avoir. Je suis juste moins heureux quand je vois ce que ça provoque comme réaction. Ça, on est toujours moins heureux de voir, mais retenons une chose. Comment ça s'est terminé au conseil municipal. Retenons une chose. Hein? Les besoins individuels ne sont pas la réponse des besoins de la collectivité. Vous savez, moi, là, j'ai un rôle de répondre au bien commun. Alors, c'est sûr que vous avez des besoins, José a des besoins, mais moi, là, ma décision, je la prends pour le bien commun. Alors, ça se peut qu'en répondant au bien commun, que je vous déçoive, puis que je déçoive José. Mais si dans l'ensemble, ça répond au développement de notre communauté et au bien commun, bien, j'aurai rempli ma mission. Monsieur le maire, merci. Bonne journée, bonne semaine. On se retrouve dans un mois parce que chaque mois, on aura un lundi matin. Cette entrevue-là, ça nous donne beaucoup plus de temps aussi pour parler de différents dossiers. Je trouve ça agréable aussi. Merci d'avoir été avec nous. Bonne semaine. Le maire de Montmagny, dans quelques instants, José est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Excellente entrevue avec le maire de Montmagny. On a, je pense... mis les choses au clair, comme on dit. Ça prend ça des fois. Ouais. Oui, mais il est très ouvert aussi. Il répond toujours à nos questions. Sincèrement, il y a des gens qui ont accusé le maire de ne pas être transparent, mais au contraire, à toutes les fois où je lui ai posé des questions, il a toujours répondu présent. Il a toujours répondu à mes nombreuses questions. Donc, je ne peux pas dire, moi, aujourd'hui, de ma part, que le maire n'a jamais fait preuve de non-transparence. Au contraire, il a toujours été transparent dans ses communications. Bien entendu, évidemment, ça porte à interprétation, tout dépendant de quel bord tu es, notamment le projet du centre d'immigration. Mais moi, le maire a toujours été très transparent à mon endroit. Là. Mais nous autres, on n'a pas de bord. On n'a pas de bord, on est là pour informer la population. Comme médias, nous autres, et on l'a fait, c'est que tout le monde, les gens qui étaient pour le projet et les gens qui étaient contre le projet, sont venus ici. On a jasé, on leur a donné la possibilité de s'exprimer. Et c'est comme ça qu'un média doit agir, c'est ce qu'on a fait. Et moi, tantôt, pour revenir, parce qu'il fallait, on s'était pas revu à la télévision depuis le 20 janvier, là, depuis la célèbre, ou le célèbre conseil municipal là, qui a fait tant jaser. Mais il m'a dit clairement ce qu'il en pensait, puis il m'a donné ses commentaires, puis maintenant, c'est à vous faire une idée par rapport à ce que le maire, mais il l'a bien dit, et il l'a encore redit. Il va présenter, il va aller au bout de son idée pour ce projet-là, mais en consultant une firme spécialisée qui va les aider à aiguiller. En fin de semaine, encore un décès. C'est le 14e au Québec. Un monsieur de Cap-Saint-Ignace, mais c'est Stéphane Beaulieu, 44 ans, qui est décédé samedi matin. Écoute, dans le sentier numéro 9, je pense, dans le secteur de Tourville, on ne sait pas trop réellement ce qui s'est passé. Il y a un enquêteur qui est sur place. Mais selon les premières explications de la Sûreté du Québec, l'homme, dans une courbe, aurait perdu le contrôle de sa motoneige pour ensuite foncer dans un arbre et être éjecté. Il a été transporté à l'hôpital. Je pense que c'est l'hôpital de Montmagny, mais les policiers n'avaient pas l'information lorsque je les ai appelés et son décès a été constaté à l'hôpital. Je répète, il s'agit de Stéphane Beaulieu, 44 ans, de Cap-Saint-Ignace. C'est une mauvaise nouvelle. Nous souhaitons de tout cœur nos condoléances à la famille. C'est toujours triste, ces événements-là. On offre nos condoléances et non, on ne le souhaite pas. On offre nos condoléances. OK. José... on peut parler de Bombardier vite fait. Non, je veux te parler de Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait une pause. Qui fait déjà une pause? Oui, parce que, sa femme est tout près d'accoucher. Et je suis surpris qu'en pleine campagne... C'est quoi la date de l'élection du chef du Parti québécois? 19 juin prochain. 19 juin. Alors, je suis resté surpris un peu. Est-ce que c'est par rapport à l'arrivée de Guy Nantel? Non, je pense que si sa femme est sur le bord d'accoucher, c'est normal qu'il prenne une pause. Mais en même temps, l'arrivée de Guy Nantel brasse énormément les cartes. Mais encore là, Paul Saint-Pierre Plamondon savait que son nom circulait à Guy Nantel. Ça fait longtemps que ça se jase. Et Guy Nantel qui est à surveiller parce qu'il a été très solide lors de ses sorties, nombreuses sorties médiatiques la semaine dernière. En tout cas, une chose est certaine, la course au Parti québécois est plus intéressante que celle au Parti conservateur. Oui, c'est pas difficile à... Cette semaine, je pense que c'est mardi, on va voir un point de presse. Bernard Généreux et Peter McKay vont être dans le comté, donc on va aller... quérir quelques nouvelles, à savoir ce qu'il y en est. Donc, on vous tient au courant, bien entendu, mes chers amis. OK. Alors, demain, on reçoit des gens de la MRC. Il y a également Frédéric Corriveau et le directeur général de l'école, Caso, qui sont avec nous. Bonne journée. À demain. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Au service de la communauté, 88 248 55 95.